Depuis le début de l'année, près de 1800 personnes sont mortes lors de leur tentative de traverser la Méditerranée. Plus de 6000 autres ont été sauvées au large des côtes libyennes. Nous allons tenter de comprendre pourquoi il est important de compter les victimes, mais aussi et surtout de leur rendre hommage. Avec nous sur ce plateau, l'anthropologue Michel Agier. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes directeur d'études à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, et à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Vous dirigez le programme Babels, qui réunit une quarantaine de chercheurs partout en Europe. Vous publiez notamment Les morts aux frontières de l'Europe, retrouvés, identifiés, commémorés. Collection Bibliothèque des frontières, c'est aux éditions Le Passager clandestin. Avec nous également la sociologue Yasmine Bouaga. Merci d'être avec nous également. Bonsoir. Vous êtes vous la coordinatrice de cet ouvrage qui a pour titre De Lesbos à Calais, comment l'Europe fabrique des camps. C'est aux mêmes éditions, Le Passager clandestin. Vous participez au même projet Babels. Donc avec Michel Agier, commençons si vous le voulez bien par l'actualité. Le Haut-Commissaire des Nations Unies, on l'a appris il y a quelques minutes, au Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui déclare qu'il est déçu par la lenteur des relocalisations des demandeurs d'asile en Europe. Moins de 20 000 sur les 160 000 migrants concernés. Une réaction ? C'était prévisible. En tout cas, beaucoup de gens doutaient lorsqu'il y a eu cet accord en 2015, qui était un peu la monnaie d'échange de l'accord avec... qui est devenu après la monnaie d'échange de l'accord avec la Turquie. Finalement, ouais. On savait très bien que les 160 000 relocalisations étaient un peu un coup médiatique. De fait, techniquement, rien n'empêcherait de le faire. Et puis aussi, démographiquement, on est dans des chiffres, on le répète très souvent, mais ne serait-ce que pour la Syrie, sur 5 millions de réfugiés syriens hors de Syrie. Je crois qu'il y en a 10 000 en France. C'est complètement insignifiant. Et en réalité, en Europe, il y en a très peu par rapport à tout ce que les autres pays accueillent. Donc le problème n'est pas réellement démographique. Il pourrait paraître technique, mais effectivement, les services, les administrations nationales traînent les pieds pour organiser ces relocalisations. Moi, je rappellerai que simplement en 2012, le HCR et des grandes organisations internationales avaient alerté la communauté européenne en disant il se passe des choses en Syrie qui sont très graves, il va y avoir une très grande poussée de populations qui vont être obligées de partir de leur pays. Organisons-nous, nous pouvons déjà dès maintenant organiser la relocalisation. Et il n'y a rien eu du côté des gouvernements des États. Alors on parle à juste titre beaucoup des migrants, des réfugiés. On va en parler avec vous, Yasmine Bouaga, notamment sur ces camps qui sont construits un peu partout en Europe. Mais tout de même sur ce que je viens de dire en présentation, pourquoi selon vous est-il important de compter les morts, de leur rendre hommage bien sûr, mais de compter, parfois nous-mêmes journalistes, nous sommes dans un dilemme. On a le sentiment qu'on a un compteur macabre comme ça chaque jour, avec, dit-on, un nouveau drame en Méditerranée. Pourquoi est-ce qu'il faut compter les victimes ? En même temps, un compteur macabre, mais en même temps, un manque d'attention générale, qui n'est pas de la part des journalistes en particulier, mais comme si les vies n'avaient pas toutes la même valeur. Et juste rappeler ces chiffres qui, sur le moment, ont été choquants, sont devenus de plus en plus choquants. Il y a eu ce naufrage du 3 octobre 2013 avec 368 morts. Un an plus tard, on commémorait ou on voulait commémorer ce naufrage. Il y a eu le 14 septembre, 224 morts dans un autre naufrage. Et puis le 12 avril 2015, 440 morts dans un autre naufrage. Et quelques jours suivants, on est arrivé à 1 millier en 3 naufrages à la fin avril. Et là, on a commencé à se dire, ça devient énorme, ça devient énorme. Et il y a eu une espèce de panique morale, un petit peu, qui s'est répandue en Europe. Je pense qu'au bout d'un moment, tout ça étant symboliquement incarné par la figure du petit Aylan mort sur la plage, dont on a vu l'image le 3 septembre. Mais il y a eu toute cette montée de l'inquiétude et de se rendre compte, d'avoir des images aussi, d'avoir ça peut faire avancer. Des sauvetages. Bon voilà, ça a fait avancer un petit peu une certaine conscience. Yasmine Bouaga, de Lesbos à Calais, donc une myriade de lieux de mise à l'écart sont construits un peu partout. Ils émaillent le parcours de ces migrants. Que signifie ce retour, selon vous, des bidonvilles, des camps en Europe ? En quoi est-ce que c'est un tournant d'un point de vue sociologique ? Qu'est-ce que ça nous dit ?
Alors déjà, ça a été un tournant du point de vue de l'image des migrations en Europe, et on a voulu partir de ça dans ce projet collectif de Babel, de dire voilà, on veut travailler sur les villes et réfugiés. Et qu'est-ce que c'est pendant cette crise des réfugiés, le rapport ville-réfugiés? C'est ces camps et campements qui apparaissent partout en Europe et forment un peu des antivilles, en fait, des espèces de ghettos à l'écart, dans lesquels sont concentrées des personnes en transit ou qui cherchent un lieu d'accueil et qui se retrouvent soit bloqués dans des points frontaliers, comme à Idomeni, à la frontière entre la Grèce et la Macédoine, quand la Macédoine a fermé sa frontière, à Calais, à la frontière entre la France et la Grande-Bretagne, et qui vont donc être des lieux de relégation. Et on a voulu interroger la raison de l'apparition de ces camps en se disant, mais est-ce que c'est vraiment parce qu'il y a un afflux exceptionnel de personnes qu'il y a ces lieux? Est-ce que ce sont des lieux inévitables de l'urgence? Ou est-ce que ce ne sont pas aussi le produit de politiques européennes de blocage des frontières qui vont concentrer des gens dans des lieux particuliers? Et par vous penchez plutôt pour cette réponse? Mais bien sûr, voilà, par exemple sur les îles, le fait qu'il y ait des camps à Lesbos, c'est aussi parce que Lesbos, c'est un endroit tout petit, qui est le seul endroit par lequel il est possible d'arriver pour essayer d'entrer en Europe, ou de la même manière à Lampedusa. Et également, c'est également le produit de politiques de non-accueil, de la difficulté à trouver un hébergement. C'est ce qu'on a vu à Paris avec ces campements en plein centre-ville, au cœur de la capitale. Voilà. Alors vous connaissez bien la situation à Calais, Yasmine Bouaga, vous y êtes rendue, on en parlera juste après. Mais d'abord, je vous propose de revenir un peu en arrière. C'était il y a 2 ans, au pic, si l'on peut dire, de la crise. Nos envoyés spéciaux Karine Barzégar et Guillaume Gouet s'étaient rendus sur place dans ce qu'on appelle la jungle de Calais, qui depuis a été démantelée. Vous nous direz si c'est vraiment le cas aujourd'hui. Ils avaient notamment rencontré Alpha, mauritanien, que vous connaissez d'ailleurs tous les deux. Vous avez rencontré ce migrant. On regarde un extrait de ce reportage TV5 Monde. Je vais regarder si, avec la pluie, ça va pas se gâter mes trucs. Pas question de laisser l'eau s'infiltrer. Cette maison, Alpha y a mis toute son énergie. Je l'ai conçu pour me respecter. Ensuite, respecter le pays où je suis. Dans sa hutte, des fauteuils et un lit. Des dons d'associations. Comme Emmaüs, Auberge Migrants, Salam et Médecins du Monde. À l'extérieur, un potager, une cage à poules, un permis de construire satirique et des messages pour ses visiteurs. Yasmine Bouaga, vous vous étiez rendue dans ce camp de Calais. Vous aviez d'ailleurs, avec la dessinatrice Lisa Mandel, fait un reportage en bande dessinée. Ça s'appelle La jungle de Calais. Vous aviez relaté dans ce livre la force de vivre malgré les difficultés pour ces migrants. Est-ce que vous avez des nouvelles de ce qu'on appelle tristement la jungle de Calais aujourd'hui? Alors la jungle de Calais, elle a été démantelée et détruite en octobre de l'année dernière, avec cette grande opération dite de mise à l'abri qui consistait à transporter les personnes dans des centres d'accueil et d'orientation disséminés un peu partout en France, et de détruire au bulldozer et aussi par l'incendie. En fait, il y a eu un incendie qui a détruit une bonne partie des habitations, ce qui fait que le lieu où était installée cette jungle est maintenant un terrain vague où il n'y a rien. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de migrants. En fait, la frontière est toujours là et les gens veulent toujours passer en Angleterre, veulent toujours essayer de passer. Et il y a actuellement plusieurs centaines de personnes. Les associations estiment à 500, 600 personnes qui sont présentes sur place et qui essayent de passer, mais qui sont dans la plus grande précarité, qui se cachent pour dormir. Qui restent livrés à elles-mêmes et souvent d'ailleurs des migrants très jeunes. Michel Agier, ce projet, Babel, dites-nous, quel en est l'objectif? On sait que vous observez de près aussi les sociétés qui accueillent les migrants. On sait qu'il y a une grande solidarité dans le Calaisis, mais pas seulement de la part des Italiens, aussi en Sicile notamment. Quelle est l'ambition de votre projet? Alors justement, c'est essayer de rendre compte un petit peu de cet ensemble de situations qui se passent en Europe. Pas tellement finalement pointer du doigt les migrants, parce que souvent on se dit c'est pas tellement les migrants qui sont un problème, c'est nous à l'égard des migrants, c'est la manière dont nous les regardons, nous représentons des personnes étrangères qui circulent, qui passent comme ça. Et donc le projet de ce Babel, c'était de dire ça, nous vivons dans des mondes de plus en plus
proche de la Babel, qui a une image négative, mais peut-être que c'est l'avenir du monde, et peut-être qu'il faut mettre davantage l'analyse, le regard, l'attention sur ces situations de justement, de vous expliquez qu'aujourd'hui, les migrations ne sont plus, dites-vous, politiques, mais singulières, c'est-à-dire, c'est quelque chose qu'il faut comprendre pour appréhender ce phénomène. Vous avez évoqué la guerre en Syrie, mais il y a aussi la pauvreté, il y a aussi les dictatures que l'on fuit aujourd'hui. Oui, je mentionnais cette réflexion, non pas comme étant ce que je pensais, mais ce que pensent les gens qui souvent vont aider les migrants et qui les regardent maintenant de plus en plus comme des singularités, ce qui est très bien, et qui oublient des fois qu'il y a aussi des causes politiques. C'est dans l'autre petit ouvrage, Les migrants et nous, où j'ai énuméré un petit peu les causes des migrants qui poussent les gens à s'intéresser. Et souvent, on oublie le contexte politique qui fait qu'il y a, vous l'avez dit là, en Centrafrique, en République démocratique du Congo, au Soudan du Sud, en Érythrée, il y a des situations politiques. Et donc, ces exilés-là, qu'ils réussissent à le prouver ou non, sont bien souvent, effectivement, pris dans des contextes politiques que parfois on oublie en mettant toujours en avant la question humanitaire, qui bien sûr est importante. Merci beaucoup, Michel Agier. Merci, Yasmine Bouaga. Donc, on a ces deux livres, La mort aux frontières de l'Europe, retrouver, identifier, commémorer le passager clandestin, et aux mêmes éditions de Lesbos à Calais, comment l'Europe fabrique des camps. Merci à tous les deux d'être venus sur TV5 Monde. Merci à vous.